Un matin de novembre, Denise donnait les premiers ordres à son rayon lorsque la bonne des Baudus vint lui dire que mademoiselle Geneviève avait passé une bien mauvaise nuit et qu'elle voulait voir la cousine tout de suite. Depuis quelque temps, la jeune fille s'affaiblissait de jour en jour. « Dites que je descends à l'instant, » répondit Denise, très inquiète. Le coup qui achevait Geneviève était la disparition brusque de Colomban. Il n'était pas rentré un lundi. Il avait simplement écrit à son patron une lettre d'adieu, faite avec des phrases soignées d'homme qui se suicide. Peut-être, au fond de ce coup de passion, aurait-on trouvé aussi le calcul rusé d'un garçon, ravi de renoncer à son mariage désastreux. La maison de draperie se portait aussi mal que sa future. L'heure était bonne de rompre. Lorsque Denise arriva au Vieil Elbeuf, madame Baudu s'y trouvait seule, immobile derrière la caisse, avec sa petite figure blanche mangée d'anémie, gardant le silence et le vide de la boutique. Il n'y avait plus de commis, un froid noir tombait du plafond. Des heures se passaient sans qu'une cliente vînt déranger cette ombre. « Qu'y a-t-il » demanda vivement Denise. « Est-ce que Geneviève est en danger ?» Madame Baudu ne répondit pas tout de suite, ses yeux s'emplirent de larmes. Puis « Je ne sais rien, on ne me dit rien, oh c'est fini !» Et ses regards noyés faisaient le tour de la boutique sombre. Les 70 000 francs produits par la vente de la propriété de Rambouillet s'étaient fondus en moins de 2 ans dans le gouffre de la concurrence. Le drapier avait fait des sacrifices considérables. Enfin, il venait d'être définitivement écrasé. Peu à peu, la dette avait grandi. Il s'était décidé comme ressource suprême à hypothéquer l'antique immeuble de la rue de la Michaudière, où le vieux Finet, l'ancêtre, avait fondé la maison. Et ce n'était plus maintenant qu'une question de jours. L'émiettement s'achevait. Les plafonds eux-mêmes devaient s'écrouler et s'envoler en poussière, ainsi qu'une construction barbare et vermoulue emportée par le vent. « Le père est là-haut, » reprit madame Baudu de sa voix brisée. « Alors je monte, ma tante, » dit Denise. « Oui, monte. Monte vite, elle t'attend. Elle t'a demandé toute la nuit. » Mais juste à ce moment, Baudu descendit. La bile tournée verdissait son visage jaune, où ses yeux se tachaient de sang. Il gardait le pas étouffé dont il venait de quitter la chambre. Il murmura « Elle dort ». Et les jambes cassées, il s'assit sur une chaise. D'un geste machinal, il s'essuyait le front avec l'essoufflement d'un homme qui sort d'une rude besogne. Enfin, il dit à Denise « Tu la verras tout à l'heure. Quand elle dort, il nous semble qu'elle est guérie. » Le silence recommença. Face à face, le père et la mère se contemplaient. Puis, à demi-voix, il remâcha ses douleurs. « Je l'aurais pas cru. Il était le dernier, je l'avais élevé comme mon fils. On serait venu me dire « Ils te le prendront aussi ?» J'aurais répondu « Alors, c'est qu'il n'y a plus de bon Dieu. » Ah, le malheureux, il était si bien au courant du vrai commerce, qui avait toutes mes idées. Ouais, c'est ma faute si notre fille est là-haut, dévorée de fièvre. Est-ce que je n'aurais pas dû les marier tout de suite, sans céder à mon entêtement de ne point leur laisser la maison moins prospère? Maintenant, elle aurait celui qu'elle aime, et peut-être leur jeunesse à tous deux accomplirait-elle aussi le miracle que je n'ai pas su réaliser. Oh, je suis un fou, je n'y ai rien compris. Vrai, ce garçon était extraordinaire, un don de la vente, une probité, une simplicité, un ordre en toutes sortes, enfin mon élève. Il relevait la tête, défendant encore ses idées dans ce commis qui le trahissait. « Mon oncle, ne l'excusez pas, je vous en prie. Il n'a jamais aimé Geneviève. Il se serait enfui plus tôt si vous aviez voulu hâter le mariage. Il savait parfaitement que ma pauvre cousine souffrait à cause de lui. Et vous voyez bien, ça ne l'a pas empêché de partir. » Sans ouvrir les lèvres, madame Baudu confirma d'un signe de tête. Alors le drapier blêmit davantage. Et machinalement, son regard fit le tour des coins obscurs, passant des comptoirs nus au casier plein, puis revint se fixer sur sa femme qui se tenait toujours droite à la caisse, dans l'attente vaine de la clientèle disparue. « Alors, c'est la fin. Ils nous ont tué notre commerce, et voilà qu'une de leurs coquines nous tourne de filles. » Personne ne parla plus. Le roulement des voitures qui ébranlaient par instants les dalles passait comme une batterie funèbre de tambours dans l'air immobile, étouffé sous le plafond bas. Au milieu de cette morne tristesse des vieilles boutiques agonisantes, on entendit des coups sourds.
C'était Geneviève. « Montons vite, dit Baudu, se levant en sursaut. Tâche de rire. » Lui-même, dans l'escalier, se frottait les yeux pour effacer la trace des larmes. Dès qu'il eut ouvert la porte, on entendit une faible voix. « Oh, je ne veux pas être seule, ne me laissez pas seule. » Et puis, quand elle aperçut Denise, Geneviève se calma. Elle eut un sourire de joie. « Vous voilà donc. Comme je vous ai attendu, je croyais que vous m'abandonniez, vous aussi. » C'était une pitié. La chambre de la jeune fille donnait sur la cour, livide. D'abord, les parents avaient couché la malade dans leur propre chambre, sur la rue. Mais la vue du bonheur des dames en face la bouleversait. Denise, le cœur crevé de commisération, la regardait. Elle ne parlait pas, de peur de laisser couler ses larmes. Enfin, elle murmura « Je suis venue tout de suite. Si je pouvais vous être utile, vous me demandiez « Voulez-vous que je reste ?» Geneviève, la laine courte, ne la quittait pas des yeux. « Je n'ai besoin de rien. Je voulais seulement vous embrasser. »« Dites-moi, il est avec cette femme ?» demanda la malade tout de suite, en saisissant la main de sa cousine. « Il n'y a que vous pour me dire, n'est-ce pas? Ils vivent ensemble. » Denise, dans la surprise de ces questions, balbutia, dut avouer la vérité, les bruits qui couraient au magasin. Clara, ennuyée de ce garçon qui lui tombait sur le dos, lui avait déjà fermé sa porte, et Colomban, désolé, la poursuivait partout, tâchait d'obtenir d'elle une rencontre de temps à autre. On assurait qu'il allait entrer au Louvre. « Si vous l'aimez tant, il peut vous revenir encore, » continua la jeune fille pour endormir la mourante dans un dernier espoir. « Guérissez vite, il reconnaîtra ses fautes, il vous épousera. »« Non, laissez, je sais que c'est bien fini. Je ne dis rien parce que j'entends papa pleurer. Seulement, je m'en vais. » Tremblante, Denise quitta le bord de la couchette. Toutes deux se turent. Elles se regardaient de nouveau, ne trouvant plus une phrase. Ce fut Geneviève qui reprit. « Allez, ne restez pas là, vous avez vos affaires. Merci. J'étais tourmentée du besoin de savoir. Maintenant, je suis contente. » La malade eut un hochement de tête obstiné, elle souriait, elle était sûre. Puis, quand Baudu fut là dans cette petite chambre morne où il passait les heures sur une chaise, elle prit un air de gaieté et elle cria à Denise « Ne venez pas demain, c'est inutile. » Le lendemain, à 6 heures au petit jour, Geneviève expirait. Ce fut un samedi que tomba l'enterrement, par un temps noir, un ciel de suie qui pesait sur la ville frissonnante. Le vieil Elbeuf, tendu de drap blanc, éclairait la rue d'une tache blanche. Des couronnes de perles, un gros bouquet de roses couvraient le cercueil, que des voitures avaient déjà éclaboussé. Tout le vieux quartier suait l'humidité, exhalait son odeur moisie de cave avec sa continuelle bousculade de passants sur le pavé boueux. Dès 9 heures, Denise était venue pour rester auprès de sa tante. La jeune fille trouva la rue pleine de monde. Le petit commerce du quartier voulait donner au Baudu un témoignage de sympathie. Il y avait aussi dans cet empressement comme une manifestation contre le bonheur des dames, que l'on accusait de la lente agonie de Geneviève. Toutes les victimes du monstre étaient là. Bédoré et sœurs, les bonnetiers de la rue Gaillon, les fourreurs Vampouille frères, et Deslignières le bain blottier, et Piot et Rivoire les marchands de meubles, même mademoiselle Tatin la lingère et le gantier Quinette, balayé depuis longtemps par la faillite, s'étaient fait un devoir de venir. L'une des Batignolles, l'autre de la Bastille, où ils avaient dû reprendre du travail chez les autres. Ce monde, vêtu de noir, piétinant dans la boue, levait des regards de haine sur le bonheur, dont les vitrines claires, les étalages éclatants de gaieté, leur semblaient une insulte en face du vieil Elbeuf. Le colosse gardait son indifférence de machine lancée à toute vapeur, inconsciente des morts qu'elle peut faire en chemin. Denise cherchait des yeux son frère Jean. Elle finit par l'apercevoir devant la boutique de Bourras, où elle le rejoignit pour lui recommander de marcher près de l'oncle. Depuis quelques semaines, Jean était grave, comme tourmenté d'une préoccupation. Ce jour-là, serré dans une redingote noire, homme fait à cette heure et gagnant des journées de 20 francs, il semblait si digne et si triste que sa sœur en fut frappée, car elle ne le soupçonnait pas d'aimer à ce point leur cousine. Désireuse d'éviter à Pépé des tristesses inutiles, elle l'avait laissé chez Madame Gras. Denise, très émue, regardait brûler les cierges lorsqu'elle tressaillit au nom connu d'une voix qui parlait derrière elle. C'était Bourras. Il avait appelé d'insigne un marchand de marrons installé en face, dans une étroite guérite,
prise sur la boutique d'un marchand de vin, et il disait « Hein, Vigoro, rendez-moi ce service. Vous voyez, je retire le bouton. Si quelqu'un venait, vous diriez de repasser. Mais ça ne vous dérange pas, il ne viendra personne. » Et puis il resta debout au bord du trottoir, attendant comme les autres. Denise, gênée, avait jeté un coup d'œil sur la boutique. Maintenant, il l'abandonnait. On ne voyait plus à l'étalage qu'une débandade pitoyable de parapluies mangés par l'air et de cannes noires de gaz. Les embellissements qu'il avait faits, les peintures vert tendre, les glaces, l'enseigne dorée, tout craquait, se salissait déjà. Pourtant, si les anciennes crevasses reparaissaient, si les taches d'humidité avaient repoussé sous les dorures, la maison, toujours entêtée, collée au flanc du bonheur des dames, comme une verrue déshonorante, qui, bien que gercée et pourrie, refusait d'en tomber. « Ah, les misérables !» gronda Bourras. Le corbillard, qui arrivait enfin, venait d'être accroché par une voiture du bonheur des dames dont les panneaux vernis filaient, jetant dans la brume leur rayonnement d'astre. Et le vieux marchand lançait vers Denise un coup d'œil oblique, allumé sous la broussaille de ses sourcils. Baudu suivait le corbillard d'un pas lourd et machinal. Comme on coupait la rue Neuve des Petits Champs, Robineau accourut se joindre au cortège, très pâle, l'air vieilli. À Saint-Roch, beaucoup de femmes attendaient, les petites commerçantes du quartier. Après le service, le convoi se remit en marche. Tous les hommes suivirent de nouveau, bien qu'il y eût une longue course de la rue Saint-Honoré au cimetière Montmartre. On dut remonter la rue Saint-Roch, passer une seconde fois devant le bonheur des dames. C'était une obsession. Ce pauvre corps était promené autour du grand magasin comme la première victime tombée sous les balles en temps de révolution. À la porte, des flanelles rouges claquaient au vent ainsi que des drapeaux. Un étalage de tapis éclatait en une floraison saignante d'énormes roses et de pivoines épanouies. Denise était montée dans une voiture, agitée de doutes si cuisants, la poitrine serrée d'une telle tristesse qu'elle n'avait plus la force de marcher. Il y eut justement un arrêt rue du 10 décembre, devant les échafaudages de la nouvelle façade qui gênait toujours la circulation. Et la jeune fille remarqua le vieux Bourras, resté en arrière, traînant la jambe. Jamais il n'arriverait au cimetière. Il avait levé la tête, il la regardait, puis il monta. « Ce sont mes sacrés genoux, murmurait-il. Elle le sentit amical et furieux comme autrefois. Il grondait, déclarait que ce diable de Baudu, joliment solide, pour aller quand même après de tels coups sur le crâne. Le convoi avait repris sa marche lente, et, en se penchant, elle voyait en effet l'oncle s'entêter derrière le corbillard, de son pas alourdi qui semblait régler le train sourd et pénible du cortège. Alors elle écouta les paroles sans fin du vieux marchand de parapluies. Si la police ne devrait pas débarrasser la voie publique, il y a plus de 18 mois qu'ils nous encombrent avec leur façade, où un homme s'est encore tué l'autre jour. On dit que vous êtes 2700 employés et que le chiffre d'affaires atteindra 100 millions cette année. Mon Dieu, 100 millions! Denise n'avait rien à répondre. Le convoi venait de s'engager dans la rue de la Chaussée-d'Antin, où des embarras de voitures l'attardaient. Bourras continua, les yeux vagues. Il ne comprenait toujours pas le triomphe du bonheur des dames, mais il avouait la défaite de l'ancien commerce. Ce pauvre Robineau est fichu, il a une figure d'homme qui se noie. Ah, nous sommes tous jolis, un beau cortège de carcasses. Ça doit être drôle pour les gens qui regardent défiler cette queue de faillite. D'ailleurs, il paraît que le nettoyage va continuer et les coquins créent des rayons de fleurs, de mode, de parfumerie, de cordonnerie, que sais-je encore. Grognier, le parfumeur de la rue de Gramont, peut déménager. Après cela, d'autres et toujours d'autres. Tous les commerces du quartier y passeront. Quand des calicots se mettent à vendre des savons et des galoches, ils peuvent bien avoir l'ambition de vendre des pommes de terre frites. Ma parole, la terre se détraque. Le corbillard traversait alors la place de la Trinité, et du coin de la sombre voiture, Denise écoutait la plainte du vieux marchand. Il lui semblait entendre le piétinement d'un troupeau conduit à l'abattoir. Toute la déconfiture des boutiques d'un quartier, le petit commerce traînant sa ruine, avec un bruit mouillé de savates, dans la boue noire de Paris. Cependant, Bourras parlait d'une voix plus sourde. « Moi, j'ai mon compte.
mais je le tiens tout de même, et je le lâche pas. Il a encore perdu en appel. Ah, ça m'a coûté bon, près de 2 ans de procès. N'importe, il ne passera pas sous ma boutique. Jamais, je ne veux pas, c'est bien entendu. Il dit oui, je dis non. Et je dirai toujours non, tonnerre de Dieu. Ce que Bourras ne disait pas nettement, c'était la misère noire où il était tombé, la tête perdue dans les tracas du petit boutiquier qui sombre et qui s'entête. Denise, au courant de sa situation, rompit enfin le silence. « Monsieur Bourras, laissez-moi arranger les choses. » Il l'interrompit d'un geste violent. « Taisez-vous, ça ne regarde personne. Vous êtes une bonne fille, je sais que vous lui rendez la vie dure à cet homme qui vous croyait à vendre comme ma maison. Ne mettez pas votre nez là-dedans. » En quelques minutes, la cérémonie fut terminée. Jean avait écarté l'oncle qui regardait le trou d'un air béant. La queue du cortège se répandait parmi les tombes voisines. Tous les visages de ces boutiquiers, appauvris de sang au fond de leur rez-de-chaussée malsain, prenaient une laideur souffrante sous le ciel couleur de boue. « Nous devrions tous nous coller dans ce trou, » dit Bourras. « C'est le quartier qu'on enterre. » Denise commençait à s'inquiéter de la pâleur de Jean, et quand elle eut compris qu'il s'agissait d'une nouvelle histoire de femme, elle voulut le faire taire en lui ouvrant sa bourse. Mais il secouait la tête, il refusait. C'était sérieux cette fois, la nièce d'un pâtissier très riche qui n'acceptait pas même des bouquets de violettes. Ensuite, l'après-midi, lorsque Denise alla chercher Pépé chez Madame Gras, celle-ci lui déclara qu'il devenait trop grand pour qu'elle le gardât davantage. Encore un tracas. Il faudrait trouver un collège, éloigner l'enfant peut-être. Et elle eut enfin, en menant Pépé embrasser les Baudus, l'âme déchirée par la douleur morne du vieil Elbeuf. La boutique était fermée, l'oncle et la tante se tenaient au fond de la petite salle. Il n'y avait plus qu'eux, ils demeuraient face à face dans la maison vidée. Ils ne pleurèrent même pas lorsque Pépé mit de gros baisers sur leurs joues froides. Denise étouffait de larmes. Le soir, justement, Mouret fit demander la jeune fille pour causer d'un vêtement d'enfant qu'il voulait lancer. Un mélange d'écossais et de zouave, et, toute frémissante de pitié, révoltée par tant de souffrance, elle ne put se contenir. Elle osa d'abord parler de Bourras, ce pauvre homme à terre qu'on allait égorger. Mais au nom du marchand de parapluies, Mouret s'emporta. Le vieux toqué, comme il l'appelait, désolait sa vie, gâtait son triomphe par son entêtement idiot à ne pas céder sa maison. Cette ignoble masure dont les plâtres salissaient le bonheur des dames, le seul petit coin du vaste pâté échappé à sa conquête, l'affaire tournait au cauchemar. Tout autre que la jeune fille parlant en faveur de Bourras aurait risqué d'être jetée dehors, tellement Mouret était torturé du besoin maladif d'abattre la masure à coups de pied. Enfin, que voulait-on qu'il fît? Pouvait-il laisser ce tas de décombres au flanc du bonheur des dames? Il fallait bien qu'il disparût. Tant pis pour le vieux fou. Et il rappelait ses offres. Certes, il ne marchandait pas. Il donnait l'argent qu'on exigeait. Elle l'écoutait, les yeux baissés, ne trouvant que des raisons de sentiment. Le bonhomme était si vieux, on aurait pu attendre sa mort. Alors il déclara qu'il n'était même plus le maître d'empêcher les choses. Bourdoncle s'en occupait, car le conseil avait résolu d'en finir. Elle n'eut rien à ajouter, malgré l'apitoiement douloureux de ses tendresses. Après un silence pénible, ce fut Mouret lui-même qui parla des Baudus. Il commença par les plaindre. C'étaient de très bonnes gens, honnêtes, sur lesquels la mauvaise chance s'acharnait. Puis il reprit ses arguments. Au fond, ils avaient voulu leur malheur. On ne s'obstinait pas de la sorte dans la baraque vermoulue de l'ancien commerce. Du reste, s'il avait eu la folie de fermer le bonheur des dames, un autre grand magasin aurait poussé de lui-même à côté, car l'idée soufflait des 4 coins du ciel. Le triomphe des cités ouvrières et industrielles était semé par le coup de vent du siècle. Et d'un geste, il envoyait dans la terre, il balayait et jetait à la fosse commune le cadavre de l'antique négoce, dont les restes verdis et empestés devenaient la honte des rues ensoleillées du nouveau Paris. Non, non, il n'avait aucun remords. Il faisait simplement la besogne de son âge, et elle le savait bien, elle qui aimait la vie, qui avait la passion des affaires. Réduite au silence, elle l'écouta longtemps. Elle se retira, l'âme pleine de trouble. Cette nuit-là, Denise ne dormit guère.
Une insomnie traversée de cauchemars la retournait. Il lui semblait qu'elle était toute petite et elle éclatait en larmes au fond de leur jardin de Valogne, en voyant les fauvettes manger les araignées, qui elles-mêmes mangeaient les mouches. Était-ce donc vrai, cette nécessité de la mort engraissant le monde, cette lutte pour la vie? Dans le profond silence, un bruit sourd d'écroulement traversait l'air mort. C'était la maison de Bourras qui s'effondrait comme minée par les grandes eaux. Le silence recommençait, plus sinistre, et un nouvel écroulement retentissait, puis un autre. Les Robineau, les Bédoré et sœurs, les Vampouilles craquaient et s'écrasaient chacun à son tour. Le petit commerce du quartier Saint-Roch s'en allait sous une pioche. Et elle ne pouvait sauver personne. Elle en avait conscience. Et elle avait conscience que cela était bon, qu'il fallait ce fumier de misère à la santé du Paris de demain. Au jour, elle se calma. Oui, c'était la part du sang. Toute révolution voulait des martyrs. Mouret maintenant se dressait devant elle avec sa tête passionnée. Certes, il ne lui refusait rien, elle était sûre qu'il accorderait tous les dédommagements raisonnables. Et sa pensée s'égarait, tâchait de juger. Elle connaissait sa vie, n'ignorait pas le calcul ancien de ses tendresses, sa continuelle exploitation de la femme, des maîtresses prises pour faire son chemin, et sa liaison avec Madame Desforges dans l'unique but d'obtenir le baron Hartmann, et toutes les autres, les Clara de rencontre, le plaisir acheté, payé, rejeté au trottoir. Seulement, ces débuts d'un aventurier de l'amour, dont le magasin plaisantait, finissaient par se perdre dans le coup de génie de cet homme, dans sa grâce victorieuse. Il était la séduction. Ce qu'elle ne lui aurait jamais pardonné, c'était son mensonge d'autrefois, sa froideur d'amant sous la comédie galante de ses prévenances. Mais elle se sentait sans rancune aujourd'hui. Il souffrait par elle. Cette souffrance l'avait grandie. Quand elle le voyait torturé, expiant si durement son dédain de la femme, il lui semblait racheter de ses fautes. Dès ce matin-là, Denise obtint de Mouret les compensations qu'elle jugerait légitimes le jour où les Baudu et le vieux Bourras succomberaient. Les semaines se passèrent, et elle allait voir son oncle presque tous les après-midi, s'échappant quelques minutes, apportant son rire pour égayer la sombre boutique. Un jour, Denise sortait de chez les Baudu lorsque, au détour de la place Gaillon, elle entendit un grand cri. La foule se précipitait, un coup de panique soufflait, ce vent de peur et de pitié qui ameute brusquement une rue. C'était un omnibus, une des voitures faisant le trajet de la Bastille aux Batignolles, dont les roues passaient sur le corps d'un homme au débouché de la rue Neuve-Saint-Augustin, devant la fontaine. Debout sur son siège, dans un mouvement furieux, le cocher retenait les 2 chevaux noirs qui se cabraient. Il jurait, il s'emportait en gros mots. « Nom de Dieu, faites donc attention, sacré maladroit !» Maintenant, l'omnibus était arrêté. La foule entourait le blessé. Un sergent de ville se trouvait là, toujours debout, appelant en témoignage les voyageurs de l'Impériale, qui s'étaient levés eux aussi pour se pencher. Le cocher s'expliquait avec des gestes exaspérés. « On n'a pas idée. Qu'est-ce qui m'a fichu un particulier pareil? Il était là comme chez lui, j'ai crié, et le voilà qui se fout sous les roues. » Alors un ouvrier, un peintre en bâtiment, accourut avec son pinceau d'une devanture voisine, dit d'une voix aiguë au milieu des clameurs: « Ne te fais donc pas de pile, je l'ai vu, il s'est collé dessous, parbleu. Tiens, il a piqué une tête, comme ça. » D'autres voix s'élevèrent, on tombait d'accord sur l'idée d'un suicide. Denise s'approcha, attirée par la pitié active qui la faisait se mêler de tous les accidents, et sur le pavé, elle reconnut le malheureux, évanoui, la redingote souillée de boue. C'était Robineau. « C'est monsieur Robineau !» cria-t-elle dans son douloureux étonnement. Tout de suite, le sergent de ville interrogea cette jeune fille. Elle donna le nom, la profession, l'adresse. Grâce à l'énergie du cocher, l'omnibus avait fait un crochet et les jambes seules de Robineau s'étaient trouvées engagées sous les roues. Seulement, il y avait à craindre qu'elles ne fussent rompues l'une et l'autre. 4 hommes transportèrent le blessé chez un pharmacien de la rue Gaillon pendant que l'omnibus reprenait lentement sa marche.
Nom de Dieu, criait le cocher en enveloppant ses chevaux d'un coup de fouet. J'ai fait ma journée. Denise avait suivi Robineau chez le pharmacien. Celui-ci, dans l'attente d'un médecin qu'on ne pouvait trouver, déclarait qu'il n'y avait aucun danger immédiat et que le mieux serait de porter le blessé à son domicile puisqu'il habitait le voisinage. Un homme était allé au poste de police demander un brancard. Alors la jeune fille conçut la bonne pensée de partir en avant afin de préparer madame Robineau à ce coup affreux. Mais elle eut toutes les peines du monde à gagner la rue au travers de la foule. Rue Neuve-des-Petits-Champs, Denise aperçut de loin madame Robineau sur la porte de la spécialité de soie. Cela lui donna un prétexte pour s'arrêter, et elle causa un instant en cherchant une façon d'amortir la terrible nouvelle. Le magasin sentait le désordre et l'abandon. C'était le dénouement prévu de la grande bataille des deux soies rivales. Le Paris-Bonheur avait écrasé la concurrence. Depuis 2 mois, Robineau, réduit aux expédients, menait une vie d'enfer pour empêcher une déclaration de faillite. « J'ai vu passer votre mari sur la place Gaillon » murmura Denise, qui avait fini par entrer dans la boutique. Madame Robineau, dont une sourde inquiétude semblait ramener continuellement les regards vers la rue, dit vivement « Ah, tout à l'heure, n'est-ce pas? Il devrait être ici. Ce matin, monsieur Gaujean est venu et ils sont sortis ensemble. » Elle était toujours charmante, délicate et gaie, mais une grossesse avancée déjà la fatiguait. Elle restait effarée dans ces affaires auxquelles sa nature ne mordait pas et qui tournaient mal. « Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de danger immédiat. Oui, j'ai vu monsieur Robineau, il lui est arrivé un malheur. On l'apporte, ne vous inquiétez pas, je vous en prie. » La jeune femme l'écoutait, toute blanche, sans comprendre. La rue était remplie de monde. « C'est un accident, » continuait Denise, résolue à cacher la tentative de suicide. « Il était sur le trottoir et il a glissé sous les roues d'un omnibus. Oh, les pieds seulement !» Un grand frisson secouait madame Robineau. Les hommes qui venaient de le porter attendaient devant la maison pour le remporter lorsqu'on aurait enfin trouvé un médecin. On n'osait plus toucher à Robineau, qui avait repris connaissance, et dont les souffrances devenaient atroces au moindre mouvement. Quand il vit sa femme, 2 grosses larmes coulèrent sur ses joues. Elle l'avait embrassé, et elle pleurait en le regardant de ses yeux fixes. Dans la rue, la cohue continuait. Denise eut l'idée de baisser le rideau métallique. Elle-même alla tourner la manivelle. L'engrenage avait un cri plaintif. Les feuilles de tôle descendaient avec lenteur ainsi qu'une draperie lourde, tombant sur le dénouement d'un 5e acte. Et lorsqu'elle entra, et qu'elle eut fermé derrière elle la petite porte ronde, elle retrouva madame Robineau serrant toujours son mari entre ses bras. « Oh, mon chéri !» Elle ne trouvait que ces mots. « Pardonne-moi, j'ai dû être fou. Quand l'avoué m'a dit devant Gaujean que les affiches seraient posées demain, il m'a semblé que des flammes dansaient, comme si les murs avaient brûlé. Et puis je ne me souviens plus. Je descendais la rue de la Michaudière, j'ai cru que les gens du Bonheur des Dames se fichaient de moi. Cette grande gueuse de maison m'écrasait. Alors, quand l'omnibus a tourné, j'ai songé à monsieur l'homme, à son bras. Alors je me suis jetée dessous. » Lentement, madame Robineau tomba assise sur le parquet, dans l'horreur de ses aveux. Mon Dieu, il avait voulu mourir. Vous savez qu'il a toujours été nerveux, l'esprit tourmenté. Mais en tournant la tête, elle le retrouva les yeux ouverts et elle continua de sa voix bégayante. « Mon chéri, ça m'est égal que nous soyons ruinés, pourvu qu'on soit ensemble. Allons-nous-en quelque part, où tu n'entendras plus parler d'eux. » Tous 2 se taisaient maintenant dans l'attendrissement de leur angoisse. Tandis qu'on entendait, derrière la tôle mince de la fermeture, le fracas de la rue, la vie du plein jour passant avec le grondement des voitures et la bousculade des trottoirs. Enfin Denise, qui allait à chaque minute jeter un coup d'œil par la petite porte, ouvrant sur le vestibule de la maison, revint en criant « C'est le médecin !» C'était un jeune homme aux yeux vifs. Une seule des jambes, la gauche, se trouvait cassée au-dessus de la cheville. La rupture était simple, aucune complication ne serait à craindre. Et l'on se disposait à porter le brancard au fond, dans sa chambre, lorsque Gaujean se présenta. Il venait rendre compte d'une dernière démarche dans laquelle, du reste, il avait échoué. La déclaration de faillite était définitive. « Quoi donc ?» murmura-t-il. « Qu'est-il arrivé ?»
D'un mot, Denise le renseigna. Alors, il resta gêné. Robineau lui dit faiblement « Oh, je ne vous en veux pas, mais tout ça, c'est un peu votre faute. Voyez-vous, Cogent, c'est la fin du monde. Mon Dieu, comme vous le disiez autrefois, la fabrication n'a qu'à suivre le progrès par une meilleure organisation, des procédés nouveaux. Tout s'arrangera, il suffit que le public soit content. » Denise souriait. Elle répondit « Allez donc dire cela à M. Mouret lui-même. Votre visite lui fera plaisir. Il n'est pas homme à vous tenir rancune. » Ce fut en janvier que Madame Baudu expira par une claire après-midi de soleil. Depuis 15 jours, elle ne pouvait plus descendre à la boutique. Elle était assise au milieu de son lit, les yeux tournés obstinément vers le bonheur des dames, en face. Maintenant, le monstre lui avait tout pris. Sa maison, sa fille. Une fois encore, tout le petit commerce ruiné du quartier défila au convoi. Denise eut un grand chagrin. Depuis 15 jours, elle était brisée de soucis et de fatigue. Il lui fallut mettre Pépé au collège, et Jean la faisait courir, tellement amoureux de la nièce du pâtissier qu'il avait supplié sa sœur de la demander en mariage. Ensuite, la mort de la tante, ces catastrophes répétées venaient d'accabler la jeune fille. Mouret s'était de nouveau mis à sa disposition. Ce qu'elle ferait pour son oncle et les autres serait bien fait. Un matin encore, elle eut un entretien avec lui, à la nouvelle que Bourras était jeté sur le pavé et que Baudu allait fermer boutique. Puis elle sortit après le déjeuner avec l'espoir de soulager au moins ceux-là. Dans la rue de la Michaudière, Bourras était debout, planté sur le trottoir, en face de sa maison, dont on l'avait expulsé la veille. Mouret possédait des créances, il venait d'obtenir aisément la mise en faillite du marchand de parapluies. L'architecte qui arrivait avec sa bande de démolisseurs avait dû requérir le commissaire pour le mettre dehors. Lui s'obstinait dans le coin où il couchait et dont on osait le chasser par une pitié dernière. Même les démolisseurs attaquèrent la toiture sur sa tête. On avait retiré les ardoises pourries, les plafonds s'effondraient, les murs craquaient, et il restait là, sous les vieilles charpentes, à nu, au milieu de décombres. Enfin, devant la police, il était parti, mais dès le lendemain matin, il avait reparu sur le trottoir d'en face, après avoir passé la nuit dans un hôtel meublé du voisinage. « Monsieur Bourras !» dit doucement Denise. Il ne l'entendait pas. Ses yeux de flamme dévoraient les démolisseurs dont la pioche entamait la façade de la masure. Maintenant, par les fenêtres vides, on voyait l'intérieur, les chambres misérables, l'escalier noir où le soleil n'avait pas pénétré depuis 200 ans. « Oh, c'est vous, répondit-il enfin. Hein? Ils en font une besogne, ces voleurs. » Elle n'osa plus parler, remuée par la tristesse lamentable de la vieille demeure, ne pouvant elle-même détacher les yeux des pierres moisies qui tombaient. En haut, dans un coin du plafond de son ancienne chambre, elle apercevait encore le nom en lettres noires et tremblées. Ernestine écrit avec la flamme d'une chandelle et le souvenir des jours de misère qui lui revenaient, plein d'un attendrissement pour toutes les douleurs. Mais les ouvriers, afin d'abattre d'un coup un pan de muraille, avaient eu l'idée de l'attaquer à la base. Ils chancelaient. « S'ils pouvaient les écraser tous !» murmurait Bourras d'une voix sauvage. On entendit un craquement terrible. Les ouvriers, épouvantés, se sauvèrent dans la rue. En s'abattant, la muraille ébranlait et emportait toute la ruine. Il n'y eut plus par terre qu'un amas de débris, le fumier du passé tombé à la borne. « Mon Dieu !» avait crié le vieillard, comme si le coup lui eût retenti dans les entrailles. Il demeurait béant. Jamais il n'aurait cru que ce serait fini si vite. Et il regardait l'entaille ouverte, le creux libre enfin dans le flanc du bonheur des dames débarrassé de la verrue qui le déshonorait. Des passants attroupés causaient très haut avec les démolisseurs qui se fâchaient contre les vieilles bâtisses. « Monsieur Bourras, répéta Denise, en tâchant de l'emmener à l'écart, vous savez qu'on ne vous abandonnera pas? Il sera pourvu à tous vos besoins ?» Il se redressa. « Je n'ai pas de besoin. Ce sont eux qui vous envoient, n'est-ce pas? Eh bien, dites-leur que le père Bourras sait encore travailler, qu'il trouvera de l'ouvrage où il voudra. Vrai, ce serait trop commode de faire la charité aux gens qu'on assassine. » Alors elle le supplia. « Je vous en prie, acceptez, ne me laissez pas ce chagrin. » Mais il secouait sa tête chevelue. « Non, non, c'est fini, bonsoir. »
Vivez donc heureuse, vous qui êtes jeune, et n'empêchez pas les vieux de partir avec leurs idées. » Il jeta un dernier coup d'œil sur le tas des décombres, puis s'en alla, péniblement. Elle suivit son dos au milieu des bousculades du trottoir. Le dos tourna l'angle de la place Gaillon, et ce fut tout. Un instant, Denise resta immobile, les yeux perdus. Enfin, elle rentra chez son oncle. Le drapier était seul dans la boutique sombre du vieil Elbeuf. Et là, dans le silence, dans le demi-jour, il marchait continuellement. Il gardait le pas alourdi de ses deuils, cédant à un besoin maladif, à de véritables crises de marche forcées, comme s'il avait voulu bercer et endormir sa douleur. « Allez-vous mieux, mon oncle ?» Il ne s'arrêta qu'une seconde. Il repartit, allant de la caisse à un angle obscur. « Oh oui, oui, très bien, merci. » Elle cherchait un sujet consolant, des paroles gaies. Elle n'en trouva point. « Vous avez entendu ce bruit? La maison est par terre. »« Tiens, c'est vrai, » murmura-t-il d'un air étonné. « Ce devait être la maison. J'ai senti le sol trembler. Moi, ce matin, en les voyant sur le toit, j'avais fermé ma porte. » Et il eut un geste vague pour dire que ces choses ne l'intéressaient plus. Chaque fois qu'il revenait devant la caisse, il regardait la banquette vide, cette banquette de velours usé où sa femme et sa fille avaient grandi. Il levait les yeux vers le plafond noir. Il écoutait le silence qui sortait des ténèbres de la petite salle à manger, le coin familial dont il aimait autrefois jusqu'à l'odeur enfermée. Plus un souffle dans l'antique logis. Son pas régulier et pesant faisait sonner les vieux murs, comme s'il avait marché sur la tombe de ses tendresses. Enfin, Denise aborda le sujet qui l'amenait. « Mon oncle, vous ne pouvez pas rester ainsi. Il faudrait prendre une détermination. » Il répondit sans s'arrêter. « Sans doute, mais que veux-tu que je fasse? J'ai tâché de vendre, personne n'est venu. Mon Dieu, un matin je fermerai boutique et je m'en irai. » Elle savait qu'une faillite n'était plus à craindre. Les créanciers avaient préféré s'entendre. Tout payé, l'oncle allait simplement se trouver à la rue. « Mais que ferez-vous ensuite » murmura-t-elle. « Je ne sais pas, » répondit-il. « On me ramassera bien. » Il avait changé son trajet. Il marchait de la salle à manger aux vitrines de la devanture. Ses yeux ne se levaient même pas sur la façade triomphante du bonheur des dames. Il ne trouvait même plus la force de se fâcher. « Écoutez, mon oncle, » finit par dire Denise, embarrassée. « Il y aurait peut-être une place pour vous ?» Elle se reprit, elle bégaya. « Oui, je suis chargée de vous offrir une place d'inspecteur. »« Où donc ?» demanda Baudu. « Mon Dieu, là, en face, chez nous. 6 000 francs, un travail sans fatigue. » Brusquement, il s'était arrêté devant elle, mais au lieu de s'emporter comme elle le craignait, il devenait pâle, succombé sous une émotion douloureuse. « En face, tu veux que j'entre en face ?» Denise elle-même était gagnée par cette émotion. Elle avait sous les yeux le vieil Elbeuf renversé par le bonheur des dames, et l'idée de son oncle entrant en face, se promenant là en cravate blanche, lui faisait sauter le cœur de pitié et de révolte. « Voyons, Denise, ma fille, est-ce possible ?» Il avait repris sa marche, son pas ébranlait de nouveau le vide, et quand elle le quitta, il allait et allait toujours dans cette locomotion entêtée. Denise, cette nuit-là, eut encore une insomnie. Elle venait de toucher le fond. Elle se sentait impuissante. Même en faveur des siens, elle ne trouvait pas un soulagement. Elle ne se débattait plus, elle acceptait cette loi de la lutte. Mais son âme s'emplissait d'une bonté en pleurs, d'une tendresse fraternelle à l'idée de l'humanité souffrante. Depuis des années, elle-même était prise entre les rouages de la machine. N'y avait-elle pas saigné? Ne l'avait-on pas meurtrie, chassée, traînée dans l'injure? Aujourd'hui encore, elle s'épouvantait parfois lorsqu'elle se sentait choisie dans la logique des faits. Pourquoi elle, si chétive? Pourquoi sa petite main pesant tout d'un coup si lourd au milieu de la besogne du monstre? Et la force qui balayait tout l'emportait à son tour, et dont la venue devait être une revanche. Mouret avait inventé cette mécanique à écraser le monde, dont le fonctionnement brutal l'indignait. Il avait semé le quartier de ruines, dépouillé les uns, tué les autres. Et elle l'aimait quand même pour la grandeur de son œuvre. Elle l'aimait davantage à chacun des excès de son pouvoir, malgré le flot de larmes qu'il a soulevé devant la misère sacrée des vaincus.
La suite au prochain numéro. Si cet audio vous a plu, vous pouvez trouver d'autres histoires et poésies sur ma chaîne Entendre lire.